actualité bien croustillante, la rencontre entre le chef de l'État et le parti de l'opposition, les démocrates. 3 observateurs avertis et avisés de la scène politique béninoise pour la passer au peigne fin, la décortiquer, la débriefer. Je reçois ce dimanche soir Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ORTB. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux téléspectateurs. Julien Kitty, chroniqueur politique, va certainement nous rejoindre en cours d'émission. On aura également à opiner sur la présidentielle prochaine en RDC, c'est prévu pour le 20 décembre. Mais avant tout ceci, nous allons démarrer avec la revue de presse hebdomadaire de Marcel Arossi. Concertation Patrice Talon, les démocrates, quelle conclusion? Près de 4 heures d'échanges, 2 promesses obtenues, résume Matin Libre dans sa manchette. Première image à retenir, c'est la composition de la délégation du parti Les Démocrates. Ils étaient 4. Boni Yayi, le président, Éric Ndete, premier vice-président, Léon Basile Arossi, deuxième vice-président, et Nourenou Achade, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Le parti s'est notamment inquiété de sa non-représentativité dans les organes de gestion des élections, nous apprennent les médias. Le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon le camp dans lequel l'on se trouve, l'appréciation ne sera forcément pas la même à l'issue de la rencontre à la Marina entre le président Patrice Talon et les démocrates, estime Fraternité. Les hôtes de Patrice Talon ont notamment plaidé pour la possibilité de contourner les tests afin de leur permettre d'y envoyer des représentants. Pas question, aurait rétorqué Patrice Talon, qui a rappelé n'avoir depuis son accession au pouvoir modifié les lois relatives à la désignation, en rappelant que les élections présidentielles organisées dans le pays en 1996, 2006 et 2016 ont consacré l'élection de chefs d'État qui n'avaient aucun représentant à la Sénat ni à la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a conclu que la non-représentativité d'un parti politique à la Cour constitutionnelle ou à la Sénat ne suffit pas pour dire qu'il y a exclusion, rapporte le Matinal. Cependant, le chef de l'État donne carte blanche au principal parti d'opposition pour qu'il inspecte aussi bien l'état civil que la liste électorale, indique le quotidien de service public. Mieux, si vous n'avez pas les moyens pour le réaliser, je vous promets l'accord du Conseil des ministres pour mettre à votre disposition le financement nécessaire, poursuit le chef de l'État. S'agissant de la proposition de loi d'amnistie en étude à l'Assemblée nationale, le chef de l'exécutif tient à respecter la séparation des pouvoirs. Vous êtes des députés, c'est à vous d'en parler à vos collègues au Parlement, aurait-il répondu à Éric Ndete qui sollicitait son intervention pour que les députés de la mouvance présidentielle adhèrent à l'initiative. Mais personnellement, il n'est pas partant pour qu'une telle loi soit votée, car c'est une manière de cautionner des actes répréhensibles posés par des citoyens à cause de leur manteau politique. Il soutient que devant la loi, le citoyen ordinaire et le politique devraient bénéficier du même traitement, rapporte Libération. Talon est catégorique selon Matin Libre. En attendant que les promesses se traduisent en des faits concrets, la balle est donc remise au centre, observe Fraternité. Du moins, il est à espérer qu'après les poignées de main et les assurances données, les envolées lyriques autour de la liste électorale se tairont définitivement jusqu'aux élections générales de 2026. Le plaisir tiré de la rencontre à la Marina ne s'arrête pas au seul accord autour de la liste électorale, poursuit Fraternité. La médiation du parti de l'opposition aidera, entre autres, la justice à donner un coup d'accélérateur au dossier de jeunes étudiants et artisans embastillés et que le parti Les Démocrates veut voir libérés, rapporte le Matinal. Seulement, le bâton magique amené à la Marina n'a pas fait fléchir le président Patrice Talon sur le dossier Rekia Madougou, constate Fraternité. Nous étions attristés, déclare Éric Ndete à la conférence de presse qui faisait suite aux échanges avec le chef de l'État. Le président Boni Yayi a conduit lui-même ce plaidoyer pour que le chef de l'État accorde son pardon. C'était comme un coup de couteau dans les côtes, a fait savoir le premier vice-président du parti, rapporte Fraternité. Au-delà des jeunes incarcérés, quel espoir pour la loi d'amnistie, s'interroge Matin Libre. À l'arrivée, le bilan des acquis de la plateforme revendicative présenté est chétif à telle enseigne qu'on peut affirmer que la montagne a accouché d'une souris comme on pouvait s'y
s'y attendre, estime Info Matin. De toute façon, pour beaucoup de confrères, les signaux ne présageaient pas forcément d'un meilleur destin à cette énième rencontre. Certes, des revendications ont eu grâce aux yeux du chef de l'État. Info Matin voudrait citer en exemple des consignes données séance tenante au ministre de la Justice pour l'accélération de la procédure de jugement des étudiants et autres jeunes arrêtés dans le cadre des violences liées aux dernières élections communales, municipales, législatives, présidentielles et le principe d'accord pour une inspection de la liste électorale. Le Télégramme révèle que la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les responsables du parti Les Démocrates relèverait d'une large consultation politique après donc cette séance d'échange avec la principale formation politique de l'opposition. Les partis de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain sont annoncés au cabinet du chef de l'État, informe le Télégramme. Aucune précision sur la date de la rencontre peut-on lire entre les lignes du quotidien paru mercredi. Au Sénégal, Karim Wade, plus proche de la concrétisation de son rêve. Le fils de l'opposant Abdoulaye Wade a payé sa caution pour la présidentielle de 2024. Il s'agit de la deuxième condition exigée pour être candidat à la présidentielle après la collecte d'au moins 44 500 parrainages citoyens. En exil, son parti, le Parti démocratique panafricain, l'avait désigné en février dernier pour être candidat. Nous respectons le calendrier, a expliqué le directeur de campagne du PDS qui s'est voulu rassurant sur l'absence du candidat Karim Wade du Sénégal, affirmant que pour l'heure, sa présence n'est pas indispensable. C'est toute la particularité de la candidature de Karim Wade, 55 ans à cette présidentielle, relève Radio France Internationale. Ses partisans rappellent qu'en 2000, Abdoulaye Wade est rentré tout juste 45 jours avant la présidentielle. Mais Karim Wade pourra-t-il rééditer cet exploit et commettre une sorte de parricide politique, à moins que cette candidature ne soit un deal entre le PDS et Benno Bokk Yakaar, le parti de Macky Sall, pour permettre à Amadou Ba d'être élu et de faire de Karim Wade un premier ministre ou occupant du perchoir, ce qui le disposera pour l'avenir. En RDC, à 3 semaines des élections présidentielles et législatives, l'Union européenne renonce à sa mission d'observation, une décision qui vient s'ajouter à la confusion qui entoure le processus électoral entré dans sa dernière ligne droite. Dans son communiqué, l'Union européenne évoque des contraintes techniques échappant à son contrôle, sans plus de détails, affirmant qu'il ne sera désormais plus possible d'envoyer des observateurs dans la plupart des provinces. Nous apprend Jeune Afrique qui s'interroge sur le possible aboutissement des discussions entre le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et le prix Nobel de la paix pour la formation d'un deuxième bloc de l'opposition, alors qu'il s'agit de la première mission d'observation indépendante depuis 10 ans pour garantir la sincérité des scrutins présidentiels et parlementaires, relève Le Monde. Et je démarre avec vous, Alphonse Moïse Soudé. Comment appréciez-vous cette démarche du chef de l'État, Patrice Talon, qui a pris l'initiative de rencontrer les démocrates au menu de leurs échanges, les questions éminemment politiques de l'heure? Non, nous avons tous souhaité que les hommes politiques béninois se parlent. Et le chef de l'État, après ses responsabilités, a souhaité rencontrer le parti, le plus grand parti de l'opposition actuellement, qui est le Parti des démocrates. Et je crois que c'est une initiative à saluer. On nous demande que ça, si de temps en temps il peut y avoir de ces genres de rencontres, cela nous ferait plaisir. Sauf que moi, j'aurais bien aimé que les deux responsables des deux grands partis de la mouvance, à savoir le professeur Jogbenou, le ministre Biochane, j'aurais aimé que ces deux-là soient invités à la rencontre pour quand même un peu suivre les préoccupations du Parti des démocrates. Parce qu'au-delà de tout, le travail se fait à l'Assemblée nationale. Et puis ces deux partis-là sont représentés à l'Assemblée nationale. Ils pourraient écouter les doléances des uns et des autres et voir dans quelle mesure aider le Parti des démocrates à atteindre les objectifs visés lors de cette rencontre-là. Gabin Goubi, quel regard portez-vous sur ces échanges entre le chef de l'État et le Parti Les Démocrates? Il faut dire que ce sont des échanges empreints de vérité, de sincérité, des acquis, mais aussi des positions tranchées. Absolument. Je sens que nous avons eu le compte-rendu de cette séance-là, une initiative que moi je salue parce que c'est souhaitable que nos acteurs politiques se retrouvent souvent pour discuter de ces questions. Vous n'êtes pas sans savoir que les dernières évolutions dressaient déjà un climat favorable à cette rencontre avec l'avènement de Boni Yaya à la tête du Parti Les Démocrates à la faveur du congrès qui a eu lieu les 14 et 15 octobre 2023. 48 heures pratiquement après, il a annoncé via une publication sur sa page Facebook
qu'il a saisi donc la communauté internationale et certaines institutions sous-régionales par rapport à des griefs et des inquiétudes qu'il a formulées relativement aux prochaines élections générales prévues pour se tenir donc en 2026. Donc autant de sujets qui rendaient opportune la tenue de cette rencontre, et je salue donc cette ouverture du chef de l'État. Donc sur le principe, je pense que c'était bien. Moi, je n'aurais pas forcément souhaité la présence des leaders du Bloc républicain de l'Union progressiste, étant donné que la plupart des récriminations étaient portées vers le chef de l'État. Peut-être qu'un autre parti de l'opposition, la FCBE par exemple, qui dans une certaine mesure porte les mêmes griefs, les mêmes doléances, pourrait être invité à cette table-là. Mais qu'à cela ne tienne, le parti Les Démocrates est aujourd'hui, avec la majorité qu'il a au Parlement, le chef de file, le porte-flambeau donc de l'opposition, si on peut ainsi dire. Et je me félicite déjà des acquis, puisque vous en avez parlé. C'est heureux qu'il y ait eu des points d'accord entre le chef de l'État et ses interlocuteurs. Cela va participer, un tant soit peu, à la décrispation de la tension sociopolitique, même si la principale revendication du parti Les Démocrates, à savoir la libération des prisonniers politiques, retour des exilés. On va y revenir. Voilà. Et parlant justement d'acquis, il faut dire que deux sujets majeurs ont pu faire l'objet de consensus, à savoir l'audit du fichier électoral et la libération des jeunes incarcérés à l'occasion des violences électorales. Oui, je crois qu'on avait déjà déploré le fait que des étudiants soient maintenus dans les lieux de la détention. C'est des étudiants, c'est-à-dire que c'est les forces vives de la nation de demain. Donc si aujourd'hui ils sont gardés en prison, ils ont déjà perdu, je crois, 2 ou 3 années scolaires. Donc beaucoup, 2 semaines avant, beaucoup de voix se sont levées pour demander que le chef de l'État, ont imploré la clémence du chef de l'État par rapport surtout à ces jeunes-là qui constituent quand même des gens qu'il faut mettre sur le droit chemin. Au-delà des étudiants, on a souhaité que tout le monde soit de prison. C'est pas facile pour un père de famille de rester en prison. Ce n'est pas évident qu'à la sortie de prison que sa famille soit intacte. C'est pas aussi facile pour une mère de famille de rester en prison parce que les enfants ont besoin de grandir en présence de leurs parents. Donc je dis, c'est un acquis pour les étudiants qu'on va donner des consignes pour que leur cas soit revu. Le deuxième élément, l'audit. Oui, vous voyez, ces derniers temps, beaucoup de voix se sont levées pour dénoncer la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP. Chacun en a fait son interprétation, chacun en a fait sa lecture, parce que on a dit que ça a posé problème. C'est vrai que le fichier électoral a posé problème. Beaucoup n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. Il y a des personnes qui ont été déplacées. Et moi, je suis heureux qu'on commence maintenant à parler déjà d'audit du fichier électoral. Nous n'allons pas quand même attendre 2025, parce qu'en 2026, nous aurons les élections générales, 3 élections consécutives. Donc maintenant que le chef de l'État a pris l'engagement que le fichier sera audité, il ne faudrait pas que les membres du parti Les Démocrates aillent se coucher sur le laurier. Il faut la veille citoyenne pour que ce travail soit fait, pour que demain, chacun puisse dire « j'ai participé au toilettage du fichier électoral ». Parce que c'est très important. Vous savez, c'est ce fichier-là qui a créé des problèmes. Les Béninois ne se parlent plus, on se regarde en chien de faïence, on joue à la prudence, on joue à la méfiance. Maintenant qu'on a donné la possibilité aux uns aux autres de participer au toilettage du fichier, je crois que nul n'a le droit de jouer à la politique de la chaise vide. Parce que si vous jouez à la politique de la chaise vide, demain vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Le chef de l'État dit être même prêt à faire financer l'audit si les démocrates n'ont pas les moyens de leur politique. En ce qui concerne les jeunes incarcérés, il estime qu'ils ont été manipulés, instrumentalisés. Oui, absolument. Je pense que c'est une chose qu'il faut saluer. Vous savez, le chef d'État même a reconnu humblement que le dispositif ou la plateforme avait des soucis. Il a reconnu les bugs qui ont caractérisé la plateforme lors des élections législatives de 2023, du 8 janvier 2023, qui ont été la première expérience depuis la jonction, n'est-ce pas, des fichiers de l'ANT et l'ancienne liste électorale de la LEPI. Je pense qu'aujourd'hui, l'unanimité se fait qu'il faut quand même revoir la liste, auditer pour que les partis soient plus ou moins aient la garantie, l'assurance de ce que cette liste est fiable et qu'elle assure des élections plus ou moins crédibles en 2026. Donc je salue un peu ce sens d'anticipation, parce que la rencontre, beaucoup se disent que bon, il n'y a peut-être pas urgence à ce qu'on tienne une telle rencontre, mais cette rencontre a le mérite quand même d'aplanir certaines divergences, de lever d'éventuels goulots d'étranglement qui
pourraient donc constituer des sujets de bruit pour les élections générales qui vont se tenir en 2026. Vous vous rappelez certainement du climat qui a caractérisé donc les élections tassées d'exclusives de 2019, où la recherche du consensus a été entamée presque à quelques encablures des élections, où le président Mbeki, président de l'Assemblée nationale à l'époque, mandaté pour une mission de concertation donc de la classe politique, n'a pu avoir véritablement les résultats probants. Donc vous avez vu ce qui a suivi. Donc c'est déjà un centre d'anticipation. À 2 ans, à plus de 2 ans des élections, on s'assoit, donc on définit les principes. Moi, je n'ai aucun doute sur la tenue effective de ce taudis-là. L'État d'ailleurs y a intérêt, et même l'État qui se décide de financer, c'est tout à fait normal. Parce que voilà, l'État a commandé une mission. Je pense que c'est normal qu'il y ait même une contre-expertise de l'État pour s'assurer de ce que ce qui est commandé respecte le cahier de charge et que cela s'inscrit, n'est-ce pas, dans la dynamique d'une certaine fiabilité. Le président l'a dit, l'ANIP n'a pas été mandaté pour manipuler la liste électorale qui reste, je ne vous apprends rien, l'instrument le plus sensible du processus dans les élections. Donc il faut que chaque parti ait la garantie de ce que ses voix sont sécurisées et que ces électeurs qui sont appelés, n'est-ce pas, à émettre leur suffrage, les suffrages reflètent véritablement la vérité des urnes. Votre quotidien, le matinal, a consacré plusieurs pages à cette actualité. Quand vous faites le croisement des idées des différentes personnalités interviewées, quelle en est la quintessence? Oui, je pense que la plupart se sont félicités de ce que des points d'accord on ait pu arriver à concilier donc les positions par rapport donc à cet audit de la liste électorale, par rapport, n'est-ce pas, à la libération des jeunes impliqués dans les violences électorales ayant émaillé les élections de 2019, 2020 et 2021, mais aussi par rapport à l'assurance donnée par le chef de l'État de ce que le parti, les démocrates et les autres partis d'ailleurs auront leurs représentants dans les démembrements de la Sénat. Donc le personnel électoral sera composé également des représentants du parti, les démocrates. C'était l'une de leurs doléances, mais la plupart sont restés sur la faim. Ceux à qui nous avons donc ouvert nos colonnes sont restés sur la faim par rapport à la position plus ou moins rigide du chef de l'État vis-à-vis de la question des exilés dits politiques, des personnalités donc détenues pour diverses raisons. Et cette position, quand même, dans une certaine mesure, se comprend. Je pense que le chef de l'État, il y a une certaine constance dans la position du chef de l'État. Vous vous rappelez qu'après les élections présidentielles ayant porté au pouvoir pour son deuxième mandat en 2021, il a accordé un entretien à 2 de nos confrères, notamment Christophe Boisbouvier de RFI et Jean-Marc Perelman de France 24, et il disait à l'occasion, voilà, les violences qui ont émaillé des élections. J'ai gracié beaucoup de personnes en 2019, 2020 également, et donc le fait de revenir encore gracier des chances dans le cadre de cette élection-là pourrait constituer une faute. Donc il n'attendait pas gracier, obtenir la clémence, déférer sa clémence donc à tous ceux qui étaient impliqués dans ces violences-là. Donc il y a quand même une certaine constance dans ce que le chef d'État dit, parce qu'il s'est dit, on gracie à nouveau, nous irons aux élections dans peut-être 2 ans et demi, les mêmes personnes pourraient revenir à la charge pour perpétrer les mêmes scènes de violence, les mêmes troubles à l'ordre public. Cela n'est pas de la nature à restaurer l'autorité de l'État. Alphonse Moïse Soudé, le chef de l'État qui est resté constant dans sa posture face à cette question relative à l'amnistie? Non, écoutez, le chef de l'État dit accorder le pardon à une faute, c'est de quoi il parle. C'est de quoi il parle. Nous sommes dans la droite ligne de 2026. Le chef de l'État ne veut pas que le pouvoir lui échappe en 2026. Il veut que son dauphin, celui qui sera choisi par son camp... C'est votre lecture. Mais oui. Parce que, écoutez, ça veut dire qu'il reproche à Boni Yayi de lui avoir accordé le pardon parce qu'elle est rentrée, il lui a pris le pouvoir. Ce sont des insinuations. Non. Nous faisons une lecture politique et il n'est pas prêt à... Parce que l'erreur, elle est involontaire, la faute est volontaire. Donc il choisit de ne pas commettre cette faute-là parce que lui, il ne veut pas que le pouvoir lui échappe en 2026. Ça, c'est une lecture que je fais, lecture politique. Il estime que nul n'est au-dessus de la loi, que tout le monde je suis d'accord. Écoutez, et que si on continuait sur ce chemin, tous les Béninois risquent de devenir des hommes politiques. Non, ce n'est pas ça. Si on ne lui avait pas accordé, accordé le pardon, je crois qu'il ne serait pas rentré au Bénin jusqu'à ce jour. Si le chef de l'État Boni Yayi avait été aussi rigide que lui,
Ça, c'est une première lecture. Une seconde lecture, c'est qu'on est en train de montrer aux jeunes qu'il ne faut pas pardonner dans la vie. Il ne faut pas pardonner, quelle que soit la faute commise, il ne faut pas pardonner. Il faut relativiser. Non, je ne relativise pas. Nous sommes, j'ai toujours dit, les jeunes qui regardent la télé n'ont pas le même degré de compréhension que nous. Ils vont vous répéter, le chef de l'État a dit que le pardon est une faute. Ils n'ont pas la même compréhension que nous. Il faut contextualiser. C'est pourquoi j'ai dit, si je contextualise, nous parlions des hommes politiques. Ceux dont on a parlé, ce sont des hommes politiques. Nous sommes dans il y a des lois qui sont en vigueur. Je suis d'accord. L'amnistie qu'on a accordée aux gens après les événements du 1er et 2 mai, est-ce qu'on a eu les résultats des enquêtes? Est-ce qu'on a eu les résultats des enquêtes avant qu'on nous prononce l'amnistie? On n'a pas eu les résultats des enquêtes. On n'a pas situé les responsabilités. Avant qu'on ne prenne l'amnistie, ici, on va faire 2 lectures possibles. Sur le plan politique, le chef de l'État, c'est vrai que ceux dont on parle sont des hommes politiques. Ils peuvent sortir, on peut dire, de la prison, au palais de la République. À la sûreté de l'État. J'ai dit, on peut parler de la prison au palais de la Marina, ça c'est une première chose. Maintenant sur le plan social, le pardon, on dit généralement que le pardon est une puissance qui vous libère parce que tant que vous n'avez pas pardonné en tant qu'individu, ça vous ronge, vous avez envie de vous venger et vous n'avez pas la paix intérieure. Donc je dis, beaucoup de personnes ont suivi le chef de l'État. Et vous allez voir dans les groupes, sur les réseaux sociaux, toutes les interprétations que l'on en a fait, que ce soit les religieux, que ce soit les non-religieux, chacun est allé de son commentaire. Mais je dis, quand ça sort de la bouche de l'autorité, moi, le chef de l'État, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. Et parfois, les paroles que nous prononçons, nous ne sommes pas responsables des interprétations, mais chacun en fait ce qu'il veut. Dans une nation, il faut toujours pardonner. C'est vrai que des gens ont commis des fautes. Quand on demande le pardon, ce n'est pas un pardon où on va tout oublier. Il y a des pardons où Vous partagez cette perception d'Alphonse Moïse Soudé sur la question? Bon, vous savez, on ne peut pas détacher un peu le cadre politique, c'est-à-dire le contexte politique de cette rencontre. Il y a des enjeux politiques. Et même la libération de Ricky Amadougou, le retour des exilés, comme on le dit, Joël Aïfo et autres, il y a des enjeux politiques. Moi, je n'oserais pas parler de gain politique comme un député l'a fait, même s'il réussit à tirer la foudre ou d'une certaine frange de la population. Il y a quand même un intérêt dans cette affaire-là. C'est vrai que le débat ne fera pas autour des chances d'aboutissement ou non de la loi d'amnistie. J'ai eu l'occasion d'opiner dessus. Mais dans le contexte, je pense que celle que le doyen Moïse Soudé est en train de dire, il y a peut-être des intérêts, mais il y a quand même une certaine logique dans la posture du chef de l'État. Je l'ai fait de par le passé, et bien des jeunes qui ont été manipulés parce que n'ayant pas la capacité de réfléchir, de raisonner, d'anticiper sur un certain nombre de choses, qui ont été emballés. Bon, ceux-là, je peux les pardonner a priori. Mais ceux qui sont vraiment commanditaires pour des intérêts politiques, je pense que ceux-là doivent faire les frais parce que nous ne pourrons pas instaurer une république dans laquelle il y a l'impunité où des personnes ne sont pas capables d'assumer donc pleinement leurs actes. Il y a cela. Mais qu'à cela ne tienne, moi je ne vois pas le verre à moitié vide. Moi je me dis il y a toujours une brèche que le chef de l'État a ouverte. Donc je pense qu'il y a des chances de ce que ces personnalités, nos compatriotes qui sont dans cette situation difficile pour l'heure, pourront revenir. J'ai été très heureux d'apprendre du côté des démocrates qu'on n'ait pas décidé à croiser les bras, se résigner de ce que voilà, rien ne pourra être fait. Je pense qu'il y a encore cette opportunité de la loi d'amnistie qui est actuellement qui serait devant la commission des lois. Donc c'est des brèches également qui peuvent parvenir à sortir ces compatriotes-là du pétrin. Peut-être le chef de l'État se dit de son côté, au regard des enjeux politiques, au regard des rapports de force et au regard de 2026, parce qu'il ne faudrait pas forcément perdre cela de vue. Je pense que les choses pourraient aller peut-être à son désavantage. Je ne sais pas, nous sommes dans des hypothèses, dans des supputations ici, si d'aventure il arrivait donc à régler cette question-là. Mais je nous dis ici, nous sommes dans le champ politique. La politique n'est pas un dîner de gala, ce n'est pas un jeu d'enfant du cœur. Ils sont en train de jouer sur un espace d'intérêt politique où on se tire dessus. Et le chef de l'État a eu l'occasion au cours de cette rencontre-là de réaffirmer sa position par rapport à cette situation. Ce n'est pas pour rien que la réunion, la rencontre, les échanges ont été médiatisés.
d'aucuns n'ont pas peut-être aimé cela, mais je me dis, ça suit une certaine logique, il y a une certaine dynamique. C'est de montrer à la population que sur ces questions-là qui fâchent, sur ces questions qui constituent des pommes de discorde entre moi et la classe politique, eh bien, c'est ma position et je veux la réaffirmer une fois pour de bon. Quand il dit, par exemple, à l'ancien président Boni Yayi, je vous l'ai déjà dit, je ne compte pas la gracier, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que la question est évoquée. Vous n'avez pas ignoré qu'en septembre 2026, il avait reçu Boni Yayi seul au palais, même si un point a été fait à la presse, le chef de l'État, l'ancien chef d'État est resté un peu taciturne par rapport au compte rendu qui a été fait. Même en juillet 2022, je crois, il y a eu une rencontre à nouveau, certainement que le sujet a été évoqué. Donc le fait de ramener chaque fois la question qui revient au devant de l'actualité comme un serpent de mer, donc Patrice Talon a voulu dire une fois, prenant le peuple à témoin, puisque la vidéo est désormais partout, on peut y avoir. C'est pour dire, voilà, je vous prends à témoin par rapport à ces questions-là, c'est ma position et je ne voudrais pas qu'on revienne dessus. Qu'à cela ne tienne, je pense que tout n'est pas encore gâté et il y a encore des pistes qu'on peut explorer pour parvenir, n'est-ce pas, à la décrispation de la sanction politique et au renforcement de l'unité nationale. Quand vous parlez de pédagogie, il faut aussi enseigner aux enfants qu'il faut pouvoir répondre de ces actes. Je voudrais faire vous savez, il faut observer le Bénin. J'ai eu la chance depuis 1990, j'ai participé à toutes les élections, je n'ai raté aucune élection. Vous savez dans quelles conditions Kérékou est revenu au pouvoir après Soglo? Il faut le savoir. Parce qu'au cours d'une grande réunion, le président Soglo s'était attaqué à Kérékou. Lors de la francophonie. Très bien. Et les Béninois n'ont pas aimé ça. Et ils ont ramené Kérékou. On sait comment les professeurs Albert Evers ont ramené Kérékou. Quand Kérékou était au pouvoir et qu'il devait partir à l'Assemblée nationale, on a voulu corser les lois pour empêcher Boni Yayi d'être candidat. On a dit qu'il faut avoir résidé au Bénin pendant un an d'affilée. Tout le monde savait que Boni Yayi travaillait à Lomé. Et le peuple béninois s'est vengé et a ramené et a donné le pouvoir à Boni Yayi. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le président Talon, où on a dit que son acte de naissance aurait disparu à Abomey. Et les griefs ont commencé depuis 2012. Et c'était une victime à qui le peuple béninois a dit, ok, chaque fois, comme vous ne voulez pas de lui, on va lui donner le pouvoir. C'est ça que le chef de l'État craint. Et le chef de l'État, il y aura toujours forcément, nous sommes sur un terrain politique. Ceux qui sont allés le rencontrer ne sont pas des enseignants. Ce sont des hommes politiques, c'est un parti politique qui est allé rencontrer le chef de l'État et on a discuté de politique. Et je ne dis pas... Vous n'en faites que cette seule lecture? Non, j'ai dit la seconde lecture. C'est qu'on apprend aux gens à ne pas pardonner. C'est vrai que les lois de la République restent les lois de la République. Quelqu'un qui viole, comme je le dis souvent, chacun doit pouvoir payer pour ses péchés. Mais quand il y a eu les événements de 1er 2 mai, les gens n'ont pas payé pour leurs péchés avant qu'on ne paie la loi d'amnistie. Ça dépend aussi de la gravité. Écoutez. On va évoluer dans le débat. Il y a le parti FCBE qui est sorti du second suite à ces échanges entre le chef de l'État et le parti Les Démocrates, notamment revenant sur l'une des citations de Boni Yayi, la FCBE n'est pas un parti de l'opposition. Vous savez que Boni Yayi était le père géniteur de la FCBE, mais par la suite, la FCBE lui a échappé. Et c'est ce qui arrive quand vous vous retrouvez à la veille de son régime. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, comme je le dis, à la fin de votre mandat, il y a des personnes qui quittent le bateau parce qu'ils n'ont plus leurs intérêts avec eux. Et Boni Yayi, à un moment donné, la FCBE lui a échappé. Donc il a parlé de traîtrise parce qu'il a estimé que ce n'est pas ce qu'il aurait voulu que la FCBE soit. Et quand le président Rumpa était chef de file de l'opposition, ils n'ont eu aucun dégât pour lui en tant que chef de file de l'opposition. Il n'a jamais été reçu. Il n'a jamais été reçu et ceux qui parlent de lui disent que c'est le chef on lui a offert ça gratuitement. Donc personne, ceux qui sont de l'opposition n'ont pas souhaité travailler avec Rumpa parce qu'ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas en lui. Écoutez, il veut prendre sa vengeance. Aujourd'hui, bon, tu es chef de l'opposition, moi, mais je ne te reconnais pas. Parce que quand j'étais dans cette position-là, jamais tu ne m'as reconnu. Pourquoi aujourd'hui tu veux que je fasse... Nous sommes sur un terrain politique et personne ne fait rien. Son parti reste son parti politique. Et si on doit négocier avec lui, ce n'est pas comme ça. Il veut qu'on d'abord on le reconnaisse comme quand même un ténor de l'opposition. Parce qu'au-delà de tout, il a bénéficié la dernière fois aussi de la subvention de l'État. Parce qu'il a encore des maires. Donc il faut négocier avec lui comme un parti. Il ne faut pas le minimiser. Faut pas, c'est pas mais récemment, Boni Yayi a essayé d'aller vers lui. Je pense que c'était une boutade de Boni Yayi. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Et c'était la boutade de trop. Vous savez, toutes les fois,
qui prennent la parole donnent l'impression que voilà, c'est des affidés du pouvoir, c'est un prolongement de la mouvance et tout. Ça peut semer de la confusion dans l'esprit des électeurs. C'est vrai que Boni Yayi a une revanche personnelle à prendre peut-être sur FCBE, les conditions dans lesquelles il a souhaité qu'on fasse des assises avant donc les élections communales et municipales, voilà, du 17 janvier 2020. Et ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas au pays quand le parti a reçu son récépissé. Bon, il y avait eu ce climat de suspicion et tout. Mais aujourd'hui, vous voyez, il a été confondu quand devant le chef de l'État, il a affirmé, soutenu que ce n'était pas un parti de l'opposition. Le chef de l'État a dit, mais ce n'est pas parce que vous autres, vous m'injuriez tous les jours et que les autres ne le font pas, que vous allez les tasser de ne pas être de l'opposition. Et bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, FCBE, ceux qui tassent FCBE de ne pas être un parti de l'opposition n'ont pas de preuves formelles à apporter. Vous voyez, le chef de l'État, Patrice Talon l'a confondu sur cet aspect-là. Et quand vous êtes un parti politique qui a de l'avenir, qui projette aller de l'avant, eh bien, ce n'est pas, vous ne pouvez pas accepter que chaque fois, on puisse peut-être porter le débat jusque-là, parce que les échanges ont été diffusés, peut-être cela n'aurait pas été le cas, que nous autres n'en saurions rien. Mais porter à ce niveau-là, devant la communauté internationale, il fallait donc que le parti réagisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a cela quelques semaines, Boni Yayi même a fait signer une note pour demander une audience dans le cadre d'une réunification des partis de l'opposition dans la perspective de 2026. Et ce n'était pas bien séant qu'on sorte ces propos-là. C'est comme s'il n'y a pas franc jeu, on ne joue pas à franc jeu au niveau même de cette même opposition. Et je pense que c'est des erreurs politiques que Boni Yayi devra éviter à l'avenir. Alors pour finir avec le sujet, je vais vous soumettre à un exercice de communication politique, de décryptage. Appréciation de la posture, de la gestuelle de Boni Yayi et de Patrice Talon au cours de ces échanges. Le chef de l'État à un moment donné a piqué une crise de colère. Et vous allez voir, moi, j'ai été surpris quand Éric Mondeté a parlé de cette affaire de faire démissionner le chef de l'État, a piqué une crise de colère. Il est sorti de ses gonds. Moi, je n'ai pas aimé ça. La deuxième chose, la posture de Boni Yayi, bon, il est resté égal à lui-même. Hein. Il est assis au bord du fauteuil comme si, bon, un enfant devant son père en train de... Non, écoutez, quand on vous donne le pouvoir, on lui a donné le pouvoir de chef de file de l'opposition, exercez-le. Mettez-vous à l'aise et parlez. C'est parce que le décret n'est pas encore sorti. Bon, non, écoutez, le décret n'est pas sorti, mais pourtant il a été reçu comme le président du Parti des démocrates. Imposez-vous. Et quand vous êtes en face de votre interlocuteur, c'est la posture que vous lui présentez qu'il exploite. Hein, et puis il a présenté. Regardez par rapport aux trois autres membres de la délégation, ils étaient assez tranquilles, mais c'est le chef de l'État. Bon, peut-être c'est la culture Nago qui demande que devant le chef, on se comporte comme ça, mais non, il faut arrêter ça. Vous êtes un chef, vous êtes le chef de l'opposition, vous portez votre manteau et jouez votre rôle, point. Kabegoubi. Non, effectivement, j'ai vu un Patrice Talon peut-être un peu trop sur la défensive sur les bords, mais c'est une rencontre qu'il a préparée et habilement, il a su jouer sur des erreurs, de petites failles dans donc, les répliques de ses interlocuteurs pour les mettre devant le fait accompli. Il y a eu des éclats de rire aussi. Voilà, vous voyez, à un moment donné, ils étaient pratiquement sans argument face aux démonstrations du chef de l'État. On a eu même comme impression à un moment donné que c'était des fidèles devant un prêtre qui déroule son homélie. Donc, ils n'avaient pratiquement pas. C'est comme si eux-mêmes, ils ont crié tout le temps, ils ont émis des récriminations, des doléances, mais dans le temps, c'était pas, apparemment, on dirait qu'il ne s'était pas préparé. Il ne pouvait pas faire autrement si le président du Parti des démocrates est dans cette posture. Parce que si il ne voulait pas le dominer au fait. C'est possible. Il ne voulait pas dominer le président. C'est une séance qui a été préparée. Écoutez, vous êtes dans un parti politique, vous avez un président. Vous ne pouvez pas dominer, vous ne pouvez pas ravir la vedette à votre président devant le chef de l'État. Mais si votre président a cette posture-là, vous ne pouvez que l'accompagner dans cette posture. Parce que s'ils prennent la parole et qu'ils vont au-delà, c'est pas bon pour vous. Oui, il était moins incisif. Il jouait à l'enfant docile. Donc je pense que, bon, devant les populations, c'était pas la même posture. Patrice Talon également l'a relevé. Dans tous les cas, je pense que le chef de l'État a pris une longueur d'avance dans les discussions qui ont été menées. En 2019, ce n'était pas forcément cela. Vous voyez un candidat Zanaï
même Eric Hounete, face à Talon, il y avait quand même des répliques, les images sont conservées jusqu'à aujourd'hui. Donc le cadre là, c'est comme si devant même... Mais il ne pouvait en être autrement. Et regardez la posture de Boliaye, il n'a pas été offensif, il a joué à l'enfant docile. On va boucler ce sujet. Nous allons nous intéresser maintenant à l'actualité hors de nos frontières, c'est dans la rubrique Interactu. Et je reviens à vous, Gabin Goubi. Le 20 décembre prochain, les Congolais, Congo-RDC, se rendront aux urnes dans le cadre de la présidentielle. L'actuel président est candidat à sa propre succession. Et face à lui, on a des candidats, pas des moindres, des candidats majeurs. Martin Fayulu, ancien député opposant incontesté. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga et propriétaire du tout-puissant Mazembe. On a le docteur gynécologue Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, le prix Nobel de la paix. Alors, dites-nous, comment entrevoyez-vous ce scrutin présidentiel ? Ça s'annonce serré a priori. Vous savez que Félix Tshisekedi a été élu en 2018 dans des conditions vraiment floues après plusieurs contestations. Martin Fayulu a tout le temps revendiqué la victoire. Donc, pour se racheter, dans le temps, le ministre français Jean-Yves Le Drian a même parlé de compromis à l'africaine parce qu'il y avait une alliance contre nature entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur, le président Kabila, voilà. Donc c'était une alliance à laquelle on ne s'attendait pas. Du coup, donc une élection vraiment contestée. Donc il y a un défi de légitimation de son pouvoir aujourd'hui à la faveur des élections qui vont se tenir le 20 janvier prochain. Mais Martin Fayulu, de son côté, rêve également de prendre sa revanche parce que lui, il a toujours parlé d'une victoire volée en 2018. Il a été même soutenu dans cette posture-là par une partie du clergé de la RDC. Donc, du coup, le jeu s'annonce occasion pour lui de restaurer cette victoire. Voilà, de restaurer cette victoire. Et de l'autre côté, vous voyez Moïse Katumbi qui rallie des soutiens. Vous savez que certains candidats qui étaient sur la liste des 26 ont démissionné. Et donc, Katumbi qui a de gros arguments financiers. Voilà, non, c'est quand même une marge financière assez importante. Denis Mukwege, prix Nobel de scientifique de haut vol. Peut-être il va servir d'outsider. En tout cas, on verra. Dans tous les cas, Félix Tshisekedi est dans une position assez compliquée parce que durant son mandat, il n'y a pas de résultat probant, il n'y a pas d'argument, quelque chose à vendre aujourd'hui aux Congolais. On attend de voir si peut-être le peu d'acteurs politiques et de personnalités qu'il a ralliés à sa cause vont l'aider à pouvoir triompher au soir du 20 décembre prochain. Quelles sont les chances de réélection de Non, vous savez, on reproche à Félix Tshisekedi un mauvais bilan. Et je crois que quand il avait été élu 2 ans après son élection, j'avais participé à une émission où de là on a vu que les 2 premières années, il n'a rien fait. Il a passé son temps à régler les problèmes internes parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il fallait qu'il rallie à sa cause un certain nombre. Il s'est rendu compte encore que les frères Kabila étaient encore tout puissants. Donc il fallait régler ces petits détails-là. Au finish, il n'a pas fait grand-chose. Le peuple n'a pas la paix, il n'a pas restauré la démocratie, il n'a pas respecté la Constitution. Mais il a en face de lui des requins. C'est pas des... Martin Fayulu, il y a un rapport qui circule là-bas qui prouve qu'en 2018, c'est Fayulu qui a remporté l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, mais ce qui pourrait tourner en défaveur de l'opposition, c'est ça en Afrique. C'est ça, 24 candidats en lice. 24, la commission électorale a validé 24 candidatures. C'est pas possible. On va imiter les voix. Et ça risque d'aller à l'avantage de Tshisekedi. Donc je voudrais que, écoutez, on peut encore se rallier. Les gens peuvent se rallier parce qu'il y a Katumbi qui est un gros morceau. Qui est un gros morceau du point de vue financier. Katumbi est un gros morceau. Au départ, en temps, vous savez qu'il s'est rallié à Tshisekedi pour parler développement du pays, mais ça veut dire que ça n'a pas prospéré. Il a pris ses distances. Martin Fayulu rêve de prendre sa revanche. Donc il faudrait qu'au niveau de l'opposition, on s'entende. Parce que quand on est nombreux, les voix sont imitées. Quel est le mal de l'opposition en Afrique, Alphonse Maurice Audé? Non, c'est chacun se dit je peux diriger. Or, quand on se met ensemble, il y a quelqu'un qui est à même.
de représenter toute l'opposition. Mais tout le monde veut être au pouvoir. On entend ici, c'est même pas à 2 tours, c'est à 1 tour. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Si les voix sont émiettées, forcément une partie de l'électorat de Tshisekedi va lui rester fidèle. Et les autres, chacun prendra ce qui lui revient de droit. Et finalement, quand on va faire le décompte, il va revenir. Donc je voudrais qu'ils ont encore le temps, le 20 décembre, c'est pas loin. Les gens peuvent se rallier à un candidat, ils peuvent tous se mettre derrière un ou 2 candidats pour faciliter les choses. Mais si les voix sont émiettées, c'est que l'autre va sortir vainqueur. Je sais que vous n'avez pas une boule de cristal, mais qui voyez voir la tête de la RDC au lendemain du 20 décembre? Écoutez, moi je dis, si l'opposition pouvait s'entendre et choisir entre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, ils vont facilement écraser. Tu sais qu'il dit il va partir. Mais s'ils ne s'entendent pas, mais il va passer tranquillement. Donc il faut que l'opposition s'entende. Parce que Katumbi, c'est une figure forte en RDC. C'est une figure très forte. Et Fayoulou aussi, c'est une figure très forte. C'est vrai que les gens prix Nobel de la paix, mais politiquement, ils n'ont pas été offensifs. Avant l'avènement même de Tshisekedi au pouvoir, on parlait déjà de Katumbi, on parlait de Fayoulou. Donc, c'est des gens qui sont connus du peuple congolais qui peuvent faire le job. Donc, je voudrais qu'on s'entende, qu'on choisisse un candidat. Sinon, l'autre, Tshisekedi va revenir et ils vont attendre encore 5 ans après pour choisir un autre. Bon, il faut qu'ils s'entendent. Oui, non, l'émiettement des voix va inéluctablement profiter à Tshisekedi. Et moi, je crains que malgré tout ce qu'ils peuvent dire de son bilan et tout, il risque de triompher une fois encore parce que tant que chacun, il y a un problème d'ego en fait, tant que chacun va vouloir être chef, c'est Katumbi qui a des ambitions de vieille date, Fayoulou qui a une revanche personnelle à prendre par rapport à cette élection-là personnellement, et Mukwege qui vient peut-être en invité surprise dans le scrutin, et on verra bien, mais moi j'ai bien peur que les manettes ne soient encore entre les mains du président en exercice qui inéluctablement a une longueur d'avance sur les autres. Que diantre Mukwege va-t-il chercher dans cette galère? Non, vous savez, moi je ne comprends pas les Africains, c'est pas parce que j'ai eu un prix Nobel de la paix, j'ai aidé les femmes violées. Non, mais écoutez, oui, parce que... Oui, nous savons comment se fait le candidature en Afrique, et puis, ne pourrait-il pas rester dans son couloir? Voilà, rester dans son couloir, il gère un hôpital, et puis il fait le bonheur de ses compatriotes en soignant les malades. Est-ce que c'est... Vous pensez que quelqu'un va devenir président de la République, va continuer par faire le bien? Moi, je crois qu'il aurait pu rester à sa place, continuer par faire le bien, la population lui sera reconnaissante. Ce n'est pas forcément en étant chef d'État qui va faire le bonheur de tous. En étant gynécologue, en soignant les femmes malades, il fait déjà le bonheur de la majorité de ses compatriotes. On peut être un bon médecin, on peut être un bon gynécologue et être un mauvais président. Un scientifique de haut vol qui fait irruption dans le champ politique. Oui, peut-être dans l'optique de jauger un peu, de jauger sa capacité, sa popularité, donc d'apprécier son degré d'estime dans le cœur des Congolais. Mais moi, je ne le trouve pas forcément à la tête du président, même s'il jouit d'une grande respectabilité au sein de la communauté congolaise établie, bien entendu, au pays et à l'international. Un prix Nobel de la paix, quand même, c'est une figure connue, une figure emblématique. Mais moi, je l'aurais préféré dans son rôle de conseiller ou même de fierté nationale pour la République démocratique du Congo, plutôt que d'aller s'installer dans cette galère, un pays en proie à des crises, on ne pourra pas revenir de tout ça, en proie à des crises sécuritaires, à des crises même de gouvernance, à une corruption endémique et tout. Donc c'est difficile qu'on pourra, en 5 ans, Félix Tshisekedi n'a pratiquement pas de il va y perdre des plumes, Absolument. Il va y perdre des plumes. Moi, c'est pas pour se positionner peut-être dans le système politique, mais il aurait pu rester à sa place tout simplement. Que le meilleur gagne donc? Oui, que le meilleur gagne, mais que désormais en Afrique, l'opposition parle le même langage. Donc, ce qui n'est pas... Moi, c'est peut-être pas possible, même chez nous ici. La cacophonie des ambitions, ça n'a jamais arrangé les Africains. Vous ne verrez pas ça dans ce que nous voulons imiter. Ils ne sont pas comme ça. Oui. Non, on s'entend. C'est une affaire d'idéologie politique. Mais quand on est ensemble, si on va être sincère, chacun sait qui est plus fort que l'autre.
Chacun sait qui est plus fort que l'autre, chacun sait qui peut faire bien le job. Les autres peuvent l'accompagner. Les autres ne sont toujours pas prêts à sacrifier leur ego. C'est l'ego, En fait. Même ici, on n'est pas parvenu, malgré la clarification du paysage politique opéré par la réforme. Après, vous voyez comment dans l'opposition, bon, on parle vous n'êtes pas en train de reconnaître l'autorité de Bodiaï. On parle d'opposition radicale, on se perd dans la discussion. Chacun se tire sa part de l'opposition qu'elle veut mener au pouvoir, et c'est dommage pour la jeunesse qui ambitionne de faire carrière en politique. Bouclons la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Et je reviens à vous, cher Alphonse Moïse Soudé. Le Bénin est vainqueur du tournoi de l'UFOAB du côté des garçons. Il s'agit du championnat scolaire africain de football. Le sac des petits est vivement applaudi sur la toile. C'est la principale actualité cette semaine. Mais oui, au moins, ils nous ont permis de nous réjouir parce que leurs aînés nous avaient donné le dégoût du football. Leurs aînés nous avaient donné le dégoût du football. C'est dire que pour que notre football puisse émerger, il faut commencer à la base. Il faut retourner à la base. Dans les collèges, il y a de bons sportifs. Mais bon, après les championnats, j'espère que ceux-là, on va s'en occuper. On ne va pas se contenter de la victoire et les garer. Parce que c'est ce que nous faisons. Il faut qu'on aille cultiver la pépinière dans les collèges. Les championnats scolaires ont toujours montré des talents. Et je demanderai au ministre de la Jeunesse des Sports de récupérer ces talents-là. J'ai rencontré un d'entre eux, quelquefois, la dernière fois dans la rue, parce qu'il était dans la tenue, je l'ai vu, il dit bon, il dit félicitations, mais il faut continuer les coups, il faut continuer pas à jouer. Maintenant, il revient à l'État de le récupérer pour que cela puisse constituer la pépinière de football. Parce que quand on prend les aînés, ils ne nous réjouissent pas parfois. On est enthousiaste, on va au stade, mais on rentre avec les larmes aux yeux. Si on peut commencer par cultiver la pépinière, je crois que d'ici à 5 ans, 10 ans, nous aurons de bonnes équipes. Et c'est l'équipe de football du CG Saint-Hérita qui est ainsi mise en vedette? Oui, ça fait pratiquement un peu plus d'1 an que cette équipe-là, ces jeunes hommes, ces jeunes garçons se révèlent, montrent qu'ils ont du talent, ils ont des acquis, des trucs qu'on peut consolider, renforcer leur expérience. Ils sont allés en Afrique du Sud dans une campagne, ils n'ont pas fait piètre figure à ce niveau-là aussi, et cette année ils viennent de confirmer, ils ne font que confirmer tout le bien qu'on pense d'eux. Donc j'aurais souhaité que l'État prenne sa responsabilité vis-à-vis de ces enfants, tout en les encadrant à développer le plein potentiel de leur art qu'ils sont en train de développer en révélant le Bénin, et qu'ils continuent également d'étudier aussi, parce que sans ça, je pense que leur avenir serait quelque peu compromis. Maintenant, qu'on s'inspire de ça, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, que le sport n'est pas une question de génération spontanée. Donc tous se cuisinent dans la base. Les grandes nations qui ont réussi dans la discipline, qui trottent aujourd'hui au toit du monde dans les classements FIFA, c'est des gens qui ont commencé, qui ont fait du football une véritable filière, et donc ils ont travaillé sur des générations pour en arriver là. Aujourd'hui, nous faisons trop de l'à peu près, surtout avec nos résultats qui vont en dégringolade depuis. Le Bénin a eu sa dernière victoire, maintenant ça date même de quand, je rappelle, au point où l'entraîneur la dernière fois, en désespoir de cause, a dû sortir cette fameuse boutade. Peut-être il lui-même ne comprenait plus rien. Donc du coup ça révèle un peu l'état de notre football, et je pense que ces petits nous sont en train d'adresser à toute la communauté sportive, tous les acteurs du football, un message qu'il va falloir très tôt saisir. Quelles sont les recettes à appliquer pour mieux accompagner ces enfants? Non, écoutez, il faut que l'État mette à leur disposition les moyens, qu'on les récupère, qu'on travaille avec eux. C'est vrai qu'ils iront au cours le matin, mais qu'on puisse leur établir un calendrier pour qu'ils puissent continuer les entraînements. Parce qu'ils sont revenus, on va les laisser. Ils ne sont pas tous partis à des gens pour des critères d'âge, n'ont pas pu effectuer le déplacement, mais il faut qu'on mette tous ceux-là ensemble. On va faire école sport. Ils vont étudier, ils vont jouer pour que nous puissions préparer notre future équipe. Parce que si on prend les gens, puis il faut mettre des gens peut-être qui sont déjà âgés, qui entrent dans l'équipe nationale, qui ne peuvent même pas jouer 45 minutes. Mais ceux-là, si on les prend, on les encadre. C'est une négociation en fait entre l'État et leurs parents, pour que les parents puissent mettre les enfants à la disposition de l'État pour qu'on puisse les former. Ce n'est pas seulement dans le football. Dans toutes les activités sportives, il faut commencer, il faut qu'il y ait une pépinière désormais. Et la pépinière, les classes sportives, la pépinière, c'est dans les collèges, c'est dans les écoles. Il y a de bons sportifs là-bas. Je crois qu'il faut qu'il y ait une commission
pour sillonner les écoles et récupérer ces enfants-là et leur permettre demain de soulever le drapeau béninois. Parce que sinon, on ne fait pas ça à la base. On ne s'improvise pas joueur, on apprend. C'est la même chose qu'en politique. Il faut commencer par le bas âge, évoluer. Mais il faut avoir surtout le soutien de l'État. Vous savez, depuis un certain temps, on n'a plus les vents à Cotonou. Avant, nous, on jouait dans les vents. Et dans tous les quartiers, il y avait souvent des matchs, on s'entraînait. Et puis à l'école, on jouait dans les équipes. Maintenant, il faut que cela reprenne. Il faut qu'on offre. Saint-État aujourd'hui a permis au Bénin d'être connu. Et donc il faut que les autres, on encourage aussi les autres écoles pour que les classes sportives, l'État y a mis des milliards dans cette affaire-là. Il faut désormais un suivi. Parce que ça, au moins au niveau du football, ça a porté. Il faut continuer pour que désormais, d'ici à 5 ans, on ait une bonne équipe. Qu'on ne soit pas pressé de dire qu'on sera champion d'Afrique. Mais il faut préparer. Le temps aidera le Bénin à hisser notre drapeau au sommet de la Coupe d'Afrique des Nations. Et décroche ainsi leur participation à la prochaine Coupe d'Afrique scolaire qui aura lieu en avril 2024, a signalé que les filles de leur côté ont pu remporter la médaille de bronze. La médaille de bronze, on leur souhaite de continuer dans cette ascension et de continuer à porter haut l'étendard national. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de nos dirigeants, ils savent désormais ce qu'il y a à faire, c'est d'œuvrer pour véritablement reconfigurer ou reparamétrer notre système de football, parce que vraiment, je pense qu'on a trop surfé sur de l'à peu près, on est trop resté dans de l'approximation. La plupart de nos joueurs qui sont internationaux aujourd'hui ne sont pas dans de grandes équipes et ils ont combien de temps d'heures de jeu. Donc, on trouvera toujours des excuses, mais c'est des milliards de contribuables qui sont ainsi engloutis. Peut-être qu'on est en train de donner raison à ceux qui estiment qu'on aurait dû utiliser ces milliards-là pour autre chose. Et ce sera tout pour le débrief de l'actu de cette semaine. Je le rappelle, j'ai reçu Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Merci à vous. Merci. Kabengou Biyi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci. C'est moi. Julien Kéti, chroniqueur politique, qui devait participer aux échanges avec nous. Finalement, il n'a pas pu faire le déplacement. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.